Et les derniers témoignages que l'on a reçus, vous allez le voir, ils sont édifiants. Et Magali, Lunel, ils ont été révélés ce matin par le New York Times. Oui, depuis les tranchées ou les maisons occupées de la région de Boutcha au mois de mars, des soldats russes ont fait quelque chose qui leur est absolument défendu, appeler leurs proches depuis leur téléphone portable. Alors bien évidemment, ce sont des conversations téléphoniques qui ont été interceptées par les Ukrainiens. Le New York Times s'est procuré l'enregistrement de milliers d'appels, 4000 pour être précise, et a passé 2 mois à les identifier et à les traduire. Alors qu'est-ce qu'on apprend au travers de ces conversations? Eh bien, ce que disent certains soldats est accablant pour l'armée russe. Il y est question de mensonges, d'erreurs tactiques, de pillages et de meurtres. Certains échanges, attention, sont insoutenables et des soldats admettent avoir tué des civils. Мы их держали, раздели догола, осмотрели всю одежду. Ну и потом принимается решение, отпускать их или нет, потому что если их отпустить, они могут наши позиции сдать. Ну и приняли решение просто в лесу их застрелить. Вы застрелили? Ну, конечно, застрелили. Почему вы их в плен не взяли? Даже если мы их возьмем в плен, то их надо содержать, кормить. Это у нас. Je vous l'avais dit, c'est extrêmement dur. Il faut se remettre juste dans le contexte. Lorsque les forces russes s'étaient retirées de Boutcha fin mars, plus de 1100 corps avaient été découverts dans les rues, dans les jardins, dans les caves. Certains de ces corps étaient carbonisés, d'autres avaient été découverts les mains liées. Vous vous souvenez de ce qu'avaient déclaré les autorités russes à l'époque? Vladimir Poutine en tête, ils avaient nié, avaient parlé de provocation et de mise en scène. Eh bien, ces enregistrements pourraient donc être utilisés comme preuve. Regardez un autre exemple, un militaire qui parle de mer de cadavres. Lui-même est épouvanté. Regardez, il y a une forêt où se trouve le quartier général de la division. J'y suis entrée et j'ai vu une mer de cadavres en civil. Lui aussi a l'air de plonger dans la folie avec cette vision d'horreur. Et puis certains admettent avoir pillé. Là aussi, ça pourrait s'apparenter à des crimes de guerre, puisqu'il faut le savoir, les soldats russes à Boutcha occupaient les maisons civiles. Alors ils dormaient dans leur lit et prenaient tout, argent, vêtements, aspirateur ou télévision. И, блядь, как нахуй сказать тебе, как бы, блядь, дикошары, все прут оттуда, нахуй. Наши? Ну, конечно. Телевизоры, блядь. Нахуй не нужны. Телевизоры, мясорубки, блядь. Шуруповерты, какие-то чемоданы, блядь. Et enfin, ces enregistrements nous donnent à voir une armée en proie au désarroi quelques semaines seulement après le début de l'offensive. Déjà, les soldats n'ont plus le moral. On est début mars, ils n'ont pas assez d'équipement. Ils se rendent compte qu'on leur a menti. Regardez, personne ne nous a dit qu'on allait à la guerre. Ils nous ont prévenus un jour avant notre départ ou encore, je ne savais pas que ça allait arriver. Ils ont dit qu'on allait suivre une formation. Ces salauds ne nous ont rien dit. Et quand ils arrivent en Ukraine, contrairement à ce qu'on leur a raconté, ils ne trouvent aucun nazi. Мам, ни одного фашулика мы здесь так и не увидели. Эта война высосана из пальца. Она была не нужна. Мы сюда приехали, здесь люди жили нормально. Очень даже вот как в России. И теперь они живут в подвалах. Вот бабушка тут недалеко от нас жила, в погребе жила. Представляешь? Voilà, et quand ils parlent avec leur famille ou amis restés évidemment en Russie, ils se rendent compte du décalage entre ce qui leur est raconté à eux, Russes, et eux, ce qu'ils vivent sur le terrain. Ils veulent juste duper les gens à la télé, dit l'un de ces soldats russes, genre tout va bien, il n'y a pas de guerre, juste une opération spéciale, mais en réalité c'est une putain de vraie guerre qu'on est en train de vivre. Enfin, certains veulent démissionner parce qu'ils savent que c'est perdu d'avance. Très vite, ils se sont rendus compte que les plans initiaux étaient hors de leur portée. Jamais ils ne pourront s'emparer de Kiev. Et là, ils se font très critiques envers la chaîne du commandement, envers même Vladimir Poutine. Приезжаю, увольняюсь, нахуй, все, ебало, с вами. Путин дурак Киев хочет взять, а у нас это не получится никак.
C'est ahurissant et glaçant, effectivement, comme vous nous l'aviez dit, Magali. Reed Brody est avec nous. Bonjour à vous. Vous êtes avocat américain, Oui, spécialiste de la défense des droits de l'homme. Vous êtes surnommé le chasseur de dictateurs. On vous avait reçu une fois sur le plateau. Merci d'avoir accepté, Reed Brody, notre invitation. Ce genre de documents, on est d'accord, ce sont évidemment des preuves accablantes. Ben, comme vous dites, c'est des témoignages glaçants. Cela vient confirmer, soutenir la thèse que les crimes de guerre ne sont pas des bavures, mais ils sont bien, enfin, si on peut dire, les stratégies de l'armée russe. Est-ce qu'ils sont des preuves? Peut-être pas des preuves en soi. Il faudrait identifier et prouver, enfin, le fait qu'un soldat ait dit à sa petite amie qu'il avait reçu l'ordre de tuer. Il faut trouver qui a donné l'ordre, quel était l'ordre. Mais je pense que ça nous rapproche. Bon, d'abord, ça confirme les thèses. On est hyper confirmé dans l'idée que Butcha et les autres, c'est des crimes de guerre voulus, d'ailleurs des crimes contre l'humanité, parce que c'est à grande échelle. C'est pas le travail des soldats, c'est les commandants, au moins les commandants d'unité. Mais ça montre aussi la capacité des Ukrainiens d'intercepter des conversations. Et j'imagine qu'au-delà des conversations... Aïe. Aïe, aïe, aïe. On a un petit problème de connexion. On va essayer de vous rappeler. Je ne sais pas si vous m'entendez, Reed Brody. On va essayer de vous rappeler. Ce que disait Reed Brody, c'est vrai qu'on avait été assez hallucinés au début du conflit quand vous nous disiez sur le plateau, tous les militaires qui sont venus nous disaient, mais enfin, normalement, une conversation, on ne peut pas appeler sa mère avec son téléphone portable. On a quand même les conversations sont cryptées, brouillées. Absolument, mais tant mieux pour que la réalité sorte effectivement. C'est très très intéressant ce que dit Magali et d'ailleurs je pense qu'il faudrait exploiter pratiquement tous les témoignages et ce qui est important de savoir c'est à quel endroit, quel jour, à quelle heure. Ça c'est hyper intéressant pour justement reconstituer la chaîne de responsabilité. Pourquoi ? Parce que souvenez-vous dans les premiers jours, les troupes qui étaient près de Butcha, elles sont quasiment identifié. Il n'y avait pas de doute en fait. Et il faut savoir effectivement confirmer si c'était bien à cet endroit-là, parce que la plupart des crimes de guerre ont été faits à Butcha. Donc j'ai une unité spéciale, donc on connaissait les responsables, les chefs, et c'est ceux-là qu'il faut traduire devant une cour pénale internationale. Alors justement, on a retrouvé Reed Brody. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Quand vous étiez venu sur le plateau il y a quelques semaines, maître, à l'époque, on envisageait difficilement que Poutine ne soit un jour jugé devant un tribunal. Vous-même, vous disiez ça sera compliqué. Est-ce que ça vous semble plus probable désormais, même si évidemment sans sa présence à lui, ce sera compliqué de le faire venir s'il ne quitte pas la Russie? Oui, voilà. Enfin, toute la difficulté, c'est que tandis que Vladimir Poutine reste en pouvoir à Moscou, on n'envisage pas qu'il soit envoyé à La Haye. Maintenant, les preuves se rapprochent. Parce qu'on voit à travers ces appels que ce ne sont pas l'œuvre, les crimes ne sont pas l'œuvre des petits soldats, c'est même pas l'œuvre des unités, c'est la tactique. Ils ont reçu des ordres de commettre des crimes de guerre. Et je peux imaginer que au-delà des conversations téléphoniques entre les soldats et leurs petits amis, que les Ukrainiens ont pu intercepter aussi les ordres. Enfin, nous savons que les communications russes ne sont pas encryptées, donc ils sont susceptibles aussi d'être interceptés. Et cela peut être utilisé comme preuve justement pour montrer la responsabilité en haut de la chaîne de commande. Une question encore. Vous avez entendu les extraits de conversation diffusés par Magali tout à l'heure. Je voudrais que vous en regardiez un autre. L'homme qui parle là, il s'appelle Sergueï et il téléphone à sa petite amie. Regardez. Сказали, типа, что на то место, которое мы приедем, там гражданских много ходит, и нам дали приказ убивать каждого, кого видим. Нахрена? Ну, потому что они могут сдать нашу позицию и все дела. Вот так же и мы, походу, будем нахуй. Всех гражданских, которые мимо будут проходить, убивать и в лесок оттаскивать.
Я и так уже стал убийцей. Поэтому я не хочу еще убивать людей, которых еще и в глаза видеть буду. C'est abominable, évidemment, et on voit Reed Brody, on entend dans la voix de cet homme-là qu'effectivement, il y a une forme de désespoir. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas, pardon, je ne veux pas choquer, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une alerte humanitaire, malgré tout, à lancer pour ces soldats-là qui sont tous sauf libres de leur mouvement, qui sont menacés, voire maltraités, en termes de droits de l'homme? Ben, évidemment, les soldats sont dans une situation misérable. Et lorsqu'ils reçoivent des ordres de commettre des crimes, d'ailleurs, ça met en question beaucoup de choses, parce qu'on a vu au début de la guerre, les deux soldats russes, enfin 3, maintenant il y a 9, qui sont condamnés pour avoir commis des crimes de guerre. Maintenant, il faut savoir dans quelles conditions, est-ce qu'ils ont été obligés. Ça ne les exonère pas, mais évidemment, ça peut aussi être une diminution de leur culpabilité. Ils sont dans une situation impossible. C'est pas le faute. Et ça, c'est le problème que j'ai d'ailleurs avec les procès qui ont eu lieu en Ukraine. C'est pas le faute de ces soldats. Évidemment, ils commettent des crimes. Je suis d'accord, et ce sont des crimes. Mais les premiers responsables, c'est ceux qui ont donné les ordres, ceux qui sont au-dessous, ceux qui ont décidé pas seulement de commettre une invasion illégale, une agression illégale contre la Charte des Nations Unies, mais qui ont décidé d'utiliser des crimes de guerre, des attaques contre des civils comme stratégie. Et je pense que ça doit nous renforcer dans notre volonté de traduire en justice les auteurs de ces crimes. Oui, parce que Général Dutartre, c'est vrai que, alors il faut redire qu'un militaire n'est pas tenu de répondre à un ordre illégal, en tout cas en ce qui nous concerne chez nous. Vous savez, c'est explicitement demandé lorsque un nouvel officier prend ses fonctions. Il y a une annonce qui est faite dans tous les soldats en disant officier, sous-officier, militaire du rang, dorénavant, vous respecterez un tel comme votre chef et vous exécuterez ce qu'il vous demandera pour le bien du service, le respect des lois. Oui, c'est ça. Et l'exécution des règlements militaires, succès des armes. Et puis même concernant ces militaires-là, il ne s'agirait pas que de désobéir à un ordre. C'est pas juste qu'ils n'ont pas eu le courage de désobéir, c'est qu'en fait, parfois, ils avaient quasiment un pistolet sur la tempe. Enfin, on a vu qu'il y avait des militaires qui ont voulu partir, qui se sont fait tirer dans le dos par leur Mais c'est tout un système, en fait, non seulement politique, on va le voir dans les jours qui viennent, mais également un système militaire qui est basé sur le mensonge, sur la désorganisation, sur les apparatchiks qui détournent de l'argent, le non-respect non plus des soldats russes par leurs officiers. Pourquoi les Russes ne voulaient pas faire leur service militaire? Parce qu'ils savaient que c'était extrêmement mal considéré et maltraité. Et donc, c'est tout un système en fait, auquel on est en train d'assister, un effondrement. Pour moi, c'est un délitement. Et tout ce qui va en ce moment dans ce sens-là va nous le confirmer. Alors, on entend aussi donc, dans la voix de ces soldats russes la peur, évidemment, au-delà de la situation politique. Alors, évidemment, les Ukrainiens en rajoutent, évidemment, quittent presque à les plaindre. Écoutez ce que leur dit Volodymyr Zelensky qui s'est adressé à eux hier. Si vous voulez vivre, fuyez. Si vous voulez vivre, rendez-vous. Si vous voulez vivre, battez-vous dans vos rues pour votre liberté. Maxime Lefebvre, en gros, il leur dit faites votre propre révolution. Hein, c'est à ça qu'il les appelle. Il sent bien la fracture, évidemment, à l'intérieur même de la Russie. Que la guerre se termine bien ou pas pour Poutine, qu'il gagne ou non cette guerre, on peut imaginer. De toute façon, ça laissera des traces en Russie sur ces hommes qui rentreront peut-être un jour chez eux. Oui, bon, ça révèle d'abord effectivement la part de mensonge qui est un peu inhérente au système, hein, qui est un système post-soviétique, le système russe. Et puis effectivement, il y a tous ces traumatismes des populations, des gens qui ont été obligés de faire des choses. Bon, en même temps, ce qui est compliqué, c'est de savoir comment on va sortir de tout ça. Si jamais effectivement il y a une défaite sur le terrain,
qui va être suivi probablement d'un affaiblissement de Poutine et peut-être d'une chute de Poutine, ça aura des conséquences où effectivement on pourra peut-être parler de, à un moment donné, ça me rappelle moi un peu la chute de Milosevic après la guerre du Kosovo. Ouais, ça, ouais. Et là on pourra peut-être parler de justice pénale internationale. Aujourd'hui c'est un petit peu tôt de pouvoir parler de ça parce que les hostilités continuent, Poutine est toujours au pouvoir, on ne sait pas comment cette guerre va se terminer, on ne peut pas non plus la laisser escalader jusqu'à un conflit nucléaire. Donc on est dans une situation où il faut évidemment accumuler les preuves, les éléments qu'on a, mais on ne sait pas si un jour on pourra les utiliser et comment. Hein. Oui, c'est ça. C'est compliqué. Valérie ? J'aimerais remettre au goût du jour un mot qu'on a peut-être oublié dans nos contrées occidentales, mais qui pourtant est arrivé en France en 1917, ce sont les mutineries. Et ce que fait en fait Volodymyr Zelensky, c'est appeler à la mutinerie des soldats russes, de manière, une fois que les frontières de la Russie vont être fermées et qu'il n'y aura plus d'autre choix, puisque ceux qui veulent se réfugier ailleurs ne pourront peut-être plus le faire, la seule possibilité pour Volodymyr Zelensky d'essayer de gagner les cœurs, c'est d'appeler à cette mutinerie des soldats et peut-être même de leurs supérieurs pour casser l'effort de guerre russe. Mais d'ailleurs, il l'a un peu dit, Volodymyr Zelensky, déjà, en disant c'est ce que j'allais vous dire. Même si vous ne voulez pas être échangé, on se débrouillera. Quoi. Il le dit, et il le dit en russe. Il parle russe, et il s'adresse directement à eux pour en effet les appeler à ne plus se battre, à rendre les armes en disant « vous serez protégés, passez de l'autre côté des lignes et vous serez... on vous protégera ». Parce qu'en fait, ce qu'on voit bien à travers ces conversations, en effet, c'est la façon dont le mensonge russe, la propagande s'est effondrée au contact du terrain. Quand ils sont arrivés, on leur avait expliqué, c'est d'ailleurs ce qu'on entend dans ces conversations du New York Times, moi j'étais en train on était à l'entraînement côté biélorusse, puis du jour au lendemain, on nous a fait traverser la frontière, et puis là, on n'était plus du tout à l'entraînement, c'était bien la guerre. Et je trouve qu'on retrouve un peu cette idée en ce moment où on leur avait vendu une opération spéciale, aujourd'hui, donc mobilisation partielle, et on voit les conditions dans lesquelles, en fait, ces soldats sont accueillis. Et ces soldats le montrent parce qu'ils ont leur téléphone portable, parce qu'ils appellent leur famille aussi, en leur disant, regardez, voilà ce qu'on a, ce sont des armes rouillées, on n'a pas de matériel, on n'a pas de médicaments. En fait, on nous envoie sur le front totalement sous-équipés. Donc, il y a un peu, en effet, ce délitement, ce grand mensonge qui est en train de s'effondrer progressivement. D'où cette idée, en effet, qui remonte de pourquoi une mutinerie ne serait pas possible. Oui, c'est ça, d'autant que je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, mais un soldat envoyé sur le front, si on compte sa famille, ses proches, etc., on peut arriver facilement à 2, 3, 4 millions de Russes qui sont concernés directement par cette guerre. Absolument. Et pour moi, la meilleure issue de ce conflit, c'est justement un délitement de l'armée russe et une mutinerie. C'est-à-dire que les gens voyaient dire, mais attendez, c'est absurde. Et je pense d'ailleurs que le président Zelensky devrait demander à ses troupes de faire beaucoup plus encore de guerre psychologique, en disant les choses, voilà ce qui se passe, on vous envoie, n'ayez pas confiance dans vos officiers, n'ayez pas confiance dans Poutine, regardez les mensonges qu'il dit depuis 6 mois. Et ça, la dernière fois que c'est arrivé, c'est en 1917, à ma connaissance, en Russie. Mais je pense que ce serait la meilleure manière de cesser cette guerre absurde. Je voudrais juste vous donner une information supplémentaire au sujet de la mobilisation justement et des Russes, puisqu'il y a quelques jours, on avait les Américains qui demandaient à tous les ressortissants américains présents en Russie de rentrer vite chez eux. Alors on se posait un peu la question en disant mais quels ressortissants américains restent-ils là-bas? En fait, on a la réponse, c'est les binationaux. Bien sûr. Parce qu'il y a des Russo-américains et en fait, ils ont très peur, les Américains, que la Russie ne reconnaisse pas la nationalité américaine et qu'ils les enrôlent. Et les mobilisent. Voilà, et qu'ils les mobilisent. Écoutez, on va se retrouver dans un instant. Alors justement, puisque vous parliez du terrain, on va aller à Liman, cette ville dont on parle depuis 2-3 jours maintenant, qui possiblement pourrait tomber assez rapidement aux mains des Ukrainiens. Elle avait été prise par les Russes après quelques semaines de guerre. On va vous expliquer d'ailleurs pourquoi, si cette ville-là tombe, c'est absolument fondamental pour la suite de la guerre. On va y revenir longuement. Et puis n'oubliez pas, dans 1 heure, c'est Yulia Tymoshenko qui viendra sur ce plateau pour faire le point justement sur cette situation. Je vous le disais tout à l'heure, la situation n'a jamais été aussi tendue sur le plan international. Il sera évidemment très intéressant de voir comment l'ancienne première ministre ukrainienne analyse